Chers toutes, cette semaine vous avez cliqué parce que vous avez vu un joli nom dans le titre, je le sais, parce que moi aussi j'aurais cliqué. Je pouvais pas finir cette série d'interviews en français, on est sur la 33e ou 34e, ce qui signifie que vous avez quand même un petit peu de choses à vous mettre sous la dent aujourd'hui, mais je pouvais pas la terminer sans faire l'interview avec cette personne, alors on a essayé de savoir pendant quelques temps, vous savez, on s'est envoyé des messages en disant on peut faire ça là, on peut faire ça là, on peut faire ça là, et puis on s'est toujours raté malheureusement. Bon, c'est pas grave, tout ça ne sont que des parties qui sont remises à aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur de vous ramener Gaëtan Bloom. Comment ça va, Gaëtan? Eh ben, écoute, ça va très bien. Ben Ça écoute, va très bien. J'aurais dû être en partance pour une croisière à Papeete, tu vois, au bout du monde. Très long voyage pour y aller. Et puis finalement, bah non, ça a été reporté, mais s'inédié. Donc je me méfie très fort de tout ce qui est reporté sans hmm, prendre de fonction. Mais du coup, j'ai pu faire du coaching pour Joséphine Ange Gardien. Et là, je suis en plein dedans. Donc, on va tourner dans les semaines qui viennent. Et tu vois, comme quoi, la vie magique, comme la vie en général, c'est toujours ça. C'est fait de surprises, d'annulations. Mais par contre, tu récupères une autre chose. Et puis, oui, tu c'est comme t'engages ça. dans des trucs et t'as, Ouais. t'as le nez dedans là, donc tu commences à peine ce truc-là, on va y venir. Il y a quand Ah, c'est même. même pas ça, c'est que c'est Serge Jodin qui m'avait appelé en me disant, moi, je peux pas le faire, est-ce que ça t'intéresserait de coacher? Je dis, oui, oui, ça m'intéresserait bien, mais j'ai une croisière. Donc, on est parti là-dessus, tu vois. Donc, D'accord. et vraiment, boum, en 48 heures, tout change. Alors, dis voir, parce que peut-être que le Ouais. nom de Gaëtan Bloom ne résonne pas dans toutes les têtes, même si ça m'étonnerait, ça peut encore arriver. Est-ce que avant que nous rentrions Ah, dans... mais je Avant vais qu'on te rentre dire, ça arrive de plus en plus parce que tu as de plus en plus de jeunes magiciens qui arrivent à la magie sans avoir vraiment des connaissances de la magie française des 30 dernières années ou des 40 dernières années ou des Hmm. 50 dernières années. Donc, oui, oui, il y a des gens qui connaissent pas Gaëtan Bloom et puis c'est très bien, ça, c'est la roue tourne. Mais il y en a d'autres, pas mal, qui me connaissent, oui. Alors, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites, et puis nous irons dans le vif du sujet. Voilà. Eh ben voilà, je suis donc Gaëtan Bloom, j'ai 10 ans et bientôt 71 et ça me plaît pas du tout. T'en fais Je, 25. ah ouais, j'aime pas ça du tout. Ah, la barre des 70, moi, je Elle trouve t'a fait pas mal du un tout. peu? Non, je trouve que c'est pas bien parce que en plus tu reçois toutes les pubs pour les baignoires qui ont une porte, l'escalier, enfin le fauteuil qui remonte les escaliers, même des on commence à te voyer le meilleur cercueil, tu vois, alors tu te dis oui, on va s'en évader, mais enfin en fait, voilà. Et donc ça, c'est un peu plombant. Je comprends. Mais donc voilà, donc je suis pas un perdreau de l'année. Et j'ai commencé vraiment la magie quand j'avais, allez, 6-7 ans. Je crois que j'ai eu, mais comme tout le monde, là, on va faire du bateau, du grand bateau. Disons que mon vrai déclic, ça a été, je crois, quand j'ai vu un vrai magicien en train de travailler. C'était dans un hôtel, j'étais en vacances, c'était très ambiance les vacances de Monsieur Hulot, tu vois, de Jacques Hmm. Tati. Et voilà, j'ai vu ce monsieur qui faisait tout un show et ça j'ai dit à ma mère, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire et de ce jour-là, je crois que c'était sûr, c'était réglé dans ma tête, c'était réglé. Et je pense que c'est une grande chance. Après. Je crois que globalement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce que j'ai rencontré très jeune des gens qui ont fait ma vie magique, en fait, et qui m'ont toujours accueilli vraiment avec beaucoup de gentillesse et, et voilà. Et donc, assez jeune, je me suis même retrouvé à rencontrer des sommités, on va dire. Euh, et puis après, je suis allé en Angleterre, je suis allé aux États-Unis, et puis de là, je suis allé un peu partout, en Espagne. Donc j'ai pas mal bourlingué, et toujours avec vraiment un bonheur insensé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tu sais, souvent on dit aux magiciens, ah, c'est bien la magie, mais pour vivre, vous faites quoi? Et, et ben, moi, j'ai jamais eu vraiment l'impression de travailler dans ma vie, tu vois.
C'est Et merveilleux. ça, je pense que quand tu fais un métier comme ça, où en fait, au bout du bout, tu te dis, bah en fait, j'ai jamais eu l'impression de travailler, bah c'est magnifique, tu vois. Je souhaite à tout un chacun de vivre ça comme ça, tu vois. Hmm. Et tu sais quoi? J'ai contacté, pour commencer cette interview, des amis à toi. Alors bon, J- j'en ai. J'ai contacté des amis à toi en leur disant, écoutez, je n'ai pas envie que cette interview ressemble à 1000 autres interviews que Gaëtan a pu faire. Est-ce que tu Alors aurais bon. une question à poser à Gaëtan qui te semblerait intéressante, toi qui le connais? J'ai donc 3 personnes qui m'ont répondu. Eh ben, au moins 3 amis, c'est déjà bien. Au moins 3 amis. Et puis, il se trouve que dans ces 3 amis, il y a une personne qui a posé 3 questions qui sont notées là. C'est une personne que tu connais un petit peu. Et puis, je crois que tu as rencontré son père il y a 3, 4 semaines. Je parle de Alexandra Duvivier. Euh, Oui, puisque, voilà, je sais que toi et Dominique, c'est une relation toute jeune et toute récente, hein, toute pimpante. oui, absolument. Et donc, elle m'a posé quelques questions pour toi. La première, que je trouve très jolie. Elle m'a Ouais, demandé, une amitié, c'est quoi pour toi? ouais. Je te les fais une par une, parce que vas-y, ça sera. D'accord. Ah, tu veux que je réponde à celle-là d'abord? Ouais, 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 je te ferai les autres ensuite. Ah, une amitié, alors pour moi, c'est... tu sais, le vrai problème, c'est qu'effectivement, tu dis pas forcément les mêmes choses quand tu as 70 balais que quand tu en as 30, tu vois. Parce que tu as plus de recul, simplement. Tu as Évidemment. cette chance-là. Et donc, une amitié, souvent, ça perdure. C'est quelque chose qui tient contre vents et marées, avec des fâcheries des fois, avec des retrouvailles, mais voilà, on garde toujours le cap. Et puis, à chaque fois, ça s'enrichit, en fait. Pour moi, c'est ça, une vraie amitié. Cela dit, tu peux avoir des sortes d'amitiés instantanées. Ça ne veut pas dire que ça va durer toute la vie, ça, mais tu peux rencontrer des êtres, des alter ego ou pas, ou des personnes nouvelles dans ta vie, et il y a une sorte de cristallisation qui se Mm, fait, tu sais. C'est une sorte d'histoire d'amour, de flash, quoi, de coup de foudre. mm, On peut parler de coup de foudre. Là, je viens de la voir, si tu veux, pour un magicien espagnol que je connaissais pas du tout. Et ben on s'est quasiment retrouvé. Enfin, on s'est tombé dessus, quoi. C'est Julio Montoro. Enfin, d'accord. je l'ai rencontré à Barcelone, je le connaissais pas. Tu vois, il y a eu une sorte de. J'ai vu sa conférence et je lui ai dit, mais à la fin, il était tout content que je sois là, que je pose des questions. Et pour lui, je suis un peu un héros. Et moi, je lui ai dit, mais moi, quand j'ai vu ta conférence, j'ai l'impression que c'était moi quand j'avais ton âge, quoi. Et ça l'a mis en joie, en bonheur, tu vois. Mm, Et l'amitié, ben, je pense que ça doit être aussi fort que ça. Sinon, c'est enfin, des copains, il y a des relations. Mais la vraie amitié, on ne peut pas l'avoir, à mon avis, avec beaucoup, beaucoup de gens non plus. mm. Oui, oui, et puis tu vois, quand je vois, parce que j'ai eu la chance, moi, d'étudier ton travail, même bien avant qu'on fasse cette interview, j'ai les bloomeries juste ici, toutes les théories des fils indirects, de tous ces trucs-là que j'ai trouvé euh, Hmm. complètement génial, tout. La théorie du fil indirect, par exemple, c'est une chose que c'est Dominique Duvivier qui l'a trouvé, la phraseologie de ça, tu vois, le terme, le fil indirect, bon, c'est lui qui m'a donné ça. Bon, comme moi, j'ai trouvé le nom du double fond. Le double fond, c'est moi qui ai Ah oui? trouvé. Ah ouais, ouais, on avait fait un brainstorming chez lui avec tous les potes et puis je sais pas d'où j'ai sorti ça, mais si, j'ai sorti qu'il y avait 2 niveaux au truc et donc voilà, bah, le double fond qui veut pas dire grand-chose, mais qui est une appellation magique qui est un peu connue des gens. Hmm, Il doit y avoir un double fond, c'est quelque chose qui est passé dans la beaucoup plus qu'une levée double, tu vois, où ça oui, veut rien oui, dire pour les gens. Alors qu'un double fond, bon, ouais. Et puis voilà, donc.
Dominique a été très important dans ta vie, et puis c'est un grand ami à toi. Je veux dire, tu travaillais encore, enfin, je veux dire, vous êtes encore là. Et tu l'as rencontré comment, Dominique, et comment est-ce que, qu'est-ce qu'il t'a apporté, comment il a influencé ton parcours magique? Écoute, c'est très bizarre. On s'est apporté mutuellement, je dirais, je pense. C'est-à-dire que moi, je l'ai rencontré au French Ring. Le French Ring, c'était le club. Il y avait deux clubs. Il y avait la FAP et puis il y avait le French Ring. Alors, le French Ring, c'était le Cercle français de l'illusion, hein. C'est actuellement le Cercle français de l'illusion, D'accord. le CFIJD. Donc, c'était le cerf français Jules d'Hôtel, voilà. Et donc, c'était un peu le parent pauvre. Je veux dire, pas le parent pauvre, mais les réunions du French Ring, c'était dans une sorte de salle paroissiale, tu vois, avec une sorte de scène, mais qui n'était pas une vraie scène, qui était une scène pour les fins d'année, tu vois, les Ouais, choses comme ça. Et le patron, au début, le patron, c'était un vieux colonel d'armée de je sais pas quoi, le colonel Guyonnet, je me souviens de ça. Et puis le chef des hostilités, c'était un magicien qui s'appelait René Lys. oui, René Lys, c'est un magicien de rue, hein. Il y a eu deux René Lys, mais le René Lys que d'ailleurs Dominique allait voir aussi dans la rue, comme moi. il y a des Moi, épingles, c'est lui? alors, les René Lys, oui, c'était surtout la boîte magique. D'accord. Il avait une boîte magique qui était en fait, c'est le dernier tour qui vendait, il empruntait une pièce et il la faisait signer avec une gommette et tout ça. Il dit, combien de temps je vais mettre pour mettre la pièce dans ma poche? Ah non, pardon. Avant, il montrait, il sortait tout ce qu'il avait dans sa poche intérieure. Il faisait sortir par un spectateur tout ce qu'il y avait dans sa poche, dont il y avait deux, trois trucs. Et il montrait une sorte de boîte comme ça, qui était fermée avec des élastiques. Il la mettait dans sa poche et il disait maintenant, regarde, la pièce signée, je vais la mettre dans ma poche comme ça. Combien de temps j'ai mis? Alors le mec disait, bah, une seconde. Il dit, regarde bien, je mets du fluide. Il tapait trois fois. Il dit, tiens, maintenant, va chercher la boîte qui est au fond. Donc le mec allait chercher la boîte qui était au fond de sa poche et ressortait la boîte. Et là, on ouvrait les élastiques. Dedans, il y avait une deuxième boîte avec d'autres élastiques. Dedans, il y avait un tout petit sac fermé lui-même avec un petit élastique. Et dedans, il y avait la pièce signée avec la Ouais, gommette. ok. Mais dans ses mains, c'était, et c'est toujours d'ailleurs, un miracle. Surtout à cause du petit sac. Parce que les boîtes, on peut comprendre, mais le petit sac, qui est vraiment un tout petit sac en tissu avec un petit élastique, on se dit, c'est pas possible qu'il ait eu le temps de mettre ses fichues pièces à l'intérieur du sac. Hmm. Donc ça, c'était son grand truc qu'il vendait, mais sinon, il faisait un show d'une heure dans la rue où il expliquait pas, mais il faisait des tours avec un jus biseauté, très bien, il faisait l'épingle qui traverse le mouchoir, c'est de ça dont tu parlais. Et à chaque fois, il disait ça, je vous le donne, ça, je vous le donne. Et c'était emballé dans des petits sachets en papier, comme des farces à trappe à l'époque, tu vois. Et puis il avait un petit bouclette. Et donc à la fin, ben, on achetait le tout team, c'est-à-dire il vendait son bouclette plus cinq petits accessoires qu'on ne savait pas du tout ce que ça pouvait être dedans. Parce que, par exemple, il faisait très très bien la pièce qui fond dans le verre d'eau. Mhm. Il disait ça, c'est ça. Et on ne savait pas ce qu'il y avait. Et le mouchoir qui répond à la commande, enfin, mettez un mouchoir sur un fil et le mouchoir va au bout du fil, il remonte le mouchoir et là, pouf, le mouchoir s'arrête, il stoppe et il va trouver le nom de la carte en descendant un 2 3 4 en faisant Ok. 5 carrés, etc., etc. Et il disait, le truc, il est là, ding, ding, et il tapait. Je me souviens très bien, il prenait le mouchoir, il tapait contre un verre qui lui servait après à faire la pièce fondante. Et on sentait qu'il y avait un truc de métal dedans, mais on ne savait pas quoi. Et Ouais. c'était un tout petit machin qui était dans la petite pochette. Donc, tu vois, il expliquait sans expliquer. Ouais. Et donc,
mais tu avais eu 1 heure de spectacle et il vendait son bouclette et tout et même le jeu. Il y avait le jeu, en fait, c'était un jeu biseauté. Donc, ça faisait du matériel, mais il le bradait pas, hein. Je me souviens pas du prix que ça valait, mais ça valait une certaine somme. Au moins 15 ou 20 euros. Et la boîte tout seul, c'était, je pense, 15 euros de mieux, tu vois. Hmm. Donc, et il faisait vraiment un carton avec ça. Et c'est dans ce contexte-là que tu as rencontré Dominique? Non, pas du tout, moi, non, 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 non. Mais donc René Ly, c'était lui qui s'occupait du syndicat des fêtes du French Ring. Et on regardait les spectacles. Et il y avait tous les membres qui étaient là. Et il y en avait un qui était particulièrement assidu, c'était James Hodge. Hmm. James Hodge, il était là déjà. Et c'est là que j'ai rencontré James véritablement. Et il nous a tous beaucoup aidés parce qu'il s'occupait vraiment du spectacle de fin d'année, James. Et je me souviendrai toujours qu'on allait chez lui, pendant les 2, 3 mois avant le fameux spectacle. Et on passait la journée à répéter tous ensemble, avec pas mal, une dizaine de magiciens la plupart du temps. Le pauvre James, il offrait les boissons, il offrait le goûter et tout ça, et c'était dans l'abnégation totale, dans la bonne humeur générale. C'était vraiment merveilleux ce que faisait. Et donc, c'est là que j'ai rencontré Dominique, et voilà, et c'est lui qui est venu un peu vers moi, parce que bon, lui, il faisait pas du tout de close-up, il faisait des grandes illusions, soi-disant. Et donc, et lui, il avait une voiture. Donc, moi, j'avais pas de voiture, et puis j'étais un peu trop jeune. Donc, on a commencé à se voir comme ça, tu vois. Et puis finalement, bah, en fait, il m'a invité chez lui. C'était rue du docteur Arnold Netter, Hmm. dans le 10. Il avait un petit appart là-haut et il avait 2, 3 grandes illusions qui prenaient beaucoup de place. Et il m'a fait ça. Et je pense que déjà, la grande illusion en question, il y en avait une qui s'appelait Homicide, Ah qui oui, était une d'accord. sorte de grosse boîte où on mettait quelqu'un dedans. En l'occurrence, c'était Marie-Christine, sa femme. Hmm. Euh, et donc, elle était coupée en deux, mais enfin, on voyait ni la tête ni les pieds. Euh, bon, c'était pas une extraordinaire illusion. Et puis, alors c'était peut-être parce que c'était dans sa salle à manger, tu vois, ça avait pas un impact non plus du truc. Mais, donc, je lui ai dit très vite, écoute, le tour pour moi, il est naze, mais ta bouille, ta tête, elle est géniale. Je veux dire, il avait déjà le côté un peu chien battu Un qu'il peu peut pendant, avoir, quoi. tu vois, un peu Ouais. deuxième degré. Je lui ai Hmm. dit, ça, faut le garder, faut. Et on a commencé à travailler des trucs dans ce genre, des trucs presque ratés à la Macronet, tu vois, mais Hmm. avec son côté boue, tu vois. Je suis le héros, c'est moi le héros et tout. Et là, je dis, au deuxième degré, il y a un truc génial. Et puis, quand même, très vite, je lui dis, mais pourquoi tu ferais pas du close-up? Je lui dis, oh, ben, je sais pas, je connais pas le close-up. Je lui dis, et j'ai commencé à lui montrer ce que j'avais appris, moi, avec mes années de Dominique Webb et surtout de Jean Merlin, qui était prof chez Dominique Webb. Donc j'avais quand même, je savais faire, quoi. Je savais pas faire enfin, énormément, mais je savais faire. Donc je suis appris les balles-mousses, les cartes folles, etc., etc., les rouges et les noirs, enfin, les bases du Hmm. métier. Et je dois dire qu'il a appris très très vite. Il a tout assimilé. C'est un peu une éponge, Dominique. À ce niveau-là, tu lui montes un truc, quasiment il sait le faire. Comme Yann Frisch. Yann Frisch est comme ça. Moi, j'ai vu Yann Frisch avec Bébel. Je les ai présentés quasiment dans un spectacle que je faisais enfin où je présentais le spectacle avec Navarro, de Raphaël Navarro, et il Hmm. y avait dedans, il y avait Bébel et il y avait Yann Frisch.
et ils se connaissaient pas bien, et puis j'ai vu que bah il était complètement, mais les yeux de Diane, ils étaient comme ça, alors qu'il faisait pas beaucoup de cartes avant, il faisait beaucoup plus du slidini et de Baltas, enfin tout ça. Et là, quand il a vu Bébel, et pareil, c'est pas copié, hein, c'est ingurgité, enfin la propension qu'il a d'avaler tout, tu vois. Bah, Hmm. Dominique, il avait ça, il a toujours ça, je crois. D'ailleurs. Et donc très vite, eh ben, lui, il a commencé à s'en battre. Après moi, on a eu des copains. Il était copain au début avec Bernard Billis, après Freddy Fa, enfin des gens comme ça. Bon, après ça s'est détérioré avec Billis, ça c'est sûr. Et toujours d'ailleurs, ça c'est Ah les deux, bah oui, je c'est vois, parce que à chaque fois l'un et Bernard n'a l'autre jamais me disent. expliqué. Ah non, non, mais à chaque fois, et l'un et l'autre me disent, mais alors, pourquoi tu vois toujours ce con, tu vois? Génial. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Et je sais, bon, ben, sauf que moi, je les ai connus, je veux dire, tout petits, quoi. Donc, voilà. Bon. Euh, Tu parlais de Bébel juste avant. Bébel Ouais. a lui aussi posé une question pour toi. Ah, Bébel a formulé la chose de cette manière-là. Pourquoi, avec tout le talent et les connaissances qu'a Gaëtan, n'est-il pas passé au stade supérieur pour créer un véritable spectacle? Je ne parle pas de spectacle de type musical, cabaret ou animation, mais plutôt d'un spectacle sur scène, dans une salle de théâtre, par exemple. ben, c'est une excellente question qui me tortille, qui me turlupine, hein, depuis longtemps. Je sais pas. C'est pas vrai que j'ai pas essayé. Parce que j'avais essayé à l'époque, dans les années 90 à peu près, j'avais travaillé un spectacle, un vrai spectacle qui avait une vraie histoire, qui était en fait, euh, comment dire, pas adapté de, mais c'est en voyant le spectacle à contrebasse avec un monsieur que j'aimais beaucoup qui était Jacques Villeray. Mhm. Donc c'est une pièce de Susskind. Si tu as vu la contrebasse, non. Alors la contrebasse, bah, c'est une sorte de one-man show, c'est un spectacle à un personnage, D'accord. et c'est en fait l'histoire d'un contrebassiste, mais qui est chez lui et qui raconte en fait sa vie de contrebassiste et pourquoi il aime la contrebasse, pourquoi des fois il la déteste parce qu'il faut la trimballer, parce que ceci, comment il en est arrivé là. Et pendant l'heure et demie de cette pièce, c'est une vraie pièce très très bien écrite, et il vit sa vie, lui, il est chez lui. Ça se passe pas dans un théâtre ou dans un opéra. Non, non, il est chez lui. D'ailleurs, à un moment, il fait vraiment une omelette et il mange son omelette en nous parlant, tu vois. Les gens sont un peu comme si c'était des amis qui étaient chez lui, mais ils étaient deux, trois, tu vois. Il prend le public comme une personne, quoi. Et j'ai trouvé cette pièce géniale, tellement géniale que je suis allé le voir, Jacques, après, et je lui ai dit, mais comment tu... J'ai adoré le moment, là, il y a 10 minutes, où on voit bien que c'est pas écrit, c'est une sorte de plage libre. Ouais. Et là, c'est vraiment génial. Mais comment tu renouvelles ça tous les soirs? Parce que je connaissais la technique, parce que, en fait, c'est une technique qu'avait Romain Bouteille au Café de la Gare, à l'époque Coluche et tout ça, où quand ils faisaient leurs pièces, de temps en temps, ils avaient 15 minutes d'impro, quoi. Ils pouvaient se lâcher. Alors, des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas. Donc, Hmm. je savais que ça existait. Mais là, Villeray, il était vraiment phénoménal. Et il me dit, mais non, regarde. Et il me donne le texte. Et ce que je pensais être une impro, c'était écrit, mais au mot à mot, c'était exactement ça. Donc il avait, Jacques, vraiment le génie de jouer tellement naturellement que tu pensais que c'était la première fois de sa vie qu'il sortait ces mots-là. Hmm. C'était magnifique. Et donc, moi, j'avais fait un spectacle
dans cet esprit-là, c'est-à-dire c'était un magicien, en fait, qui rentrait chez lui, il revenait de faire un gala, et comment dire, il rangeait son matos, si tu veux. Pardon. T'inquiète, vas-y, Tu vas-y. Je couperai. Et d'ailleurs, j'ai vu une fois dans ma vie, bien après cet essai, mais qui n'a jamais abouti, hein, en fait. C'est-à-dire, j'ai vu une fois Jean Merlin, dans un congrès, faire un spectacle qui était exactement ça. C'est-à-dire, il était sur scène, il y avait tout son matos, et le spectacle était fini, et en fait, bah, tout le spectacle, c'est qu'il rangeait tout le matériel. Le guéridon, il le démontait, et puis c'est un guéridon qu'il avait inventé lui, où tous les pieds arrivent à un seul tube. Et tout, c'était en même temps, il expliquait, par le fait de le faire, à quel point il avait bien pensé le matériel pour que tout rentre l'un dans l'autre et que ça finalement se réduise à rien, quoi. Et c'était génial. Donc moi, c'était pas ça, mais c'était vraiment les problèmes d'un magicien au jour le jour, c'est-à-dire qu'il y avait un impresario qui m'appelait pour une affaire, mais j'étais pas libre, et puis un autre qui me disait, ah, il faudrait que tu fasses, mais alors une grande illusion, est-ce que tu peux nous inventer un truc, un machin, etc. Oui, 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 je vais le faire. Puis au fur et à mesure, je travaillais, on voyait que je travaillais cette grande illusion qui était une sorte d'évasion, de guillotine à évasion, mais que j'arrivais pas, etc., etc. Et jusqu'au bout, où finalement, je le faisais, puis ça marchait, quoi. Hmm. Et donc, mais j'ai travaillé, écoute, on avait squatté les studios de Boulogne grâce à mon ami Christian Fechner, Hmm. qui lui tournait son film pendant ce temps-là, il tournait Le Bâtard de Dieu dans les studios de Boulogne. Et il y avait des salles là-haut, et moi j'avais une des salles, et pendant 6 mois, j'ai squatté les studios de Boulogne avec donc deux personnes qui travaillaient avec Christian, qui s'appelait euh, Di Tullio, Yves Di Tullio et sa femme. Ok. Et c'était eux qui voulaient produire ce spectacle. Donc, tu vois, et puis finalement, bah, au bout du compte, on a fait une audition privée, avec quelques personnes, amies, des magiciens que je connaissais, tout ça. Et on l'a fait au Splendide, tu vois, véritablement, avec les gars du Splendide, avec Bruno Moineau, que je connaissais, parce que j'avais bossé avec eux, sur le Père Noël est une ordure. Et voilà. Et l'audition, bah, genre catastrophe, quoi. C'est-à-dire, bah, je devais pas être prêt, ou je sais pas, ou le spectacle, ça fonctionnait pas. Mais c'était pas un vrai public, tu vois. C'était vraiment une trentaine de personnes, c'est-à-dire surtout ce qu'il faut pas faire, quoi. Hmm. Et donc, dont des acheteurs potentiels. Tu vois, donc les Ditulio, ils ont été très déçus, ils m'ont presque envoyé chier gentiment, mais en me disant, ouais, on attendait complètement autre chose. Et puis voilà, mais je pense qu'à l'époque, si tu veux, le spectacle était... Je le ferais maintenant, ça serait différent. Ouais. Je le ferais maintenant, ça serait différent. Et puis après, bah, tu sais, après, c'est la vie qui m'a un peu embarqué aussi. J'ai quand même sauté dans le train du Crazy Horse, tu vois, en 93, et j'y suis resté 15 ans. Donc, effectivement, bah, pendant ces 15 ans-là, je pensais pas à faire un spectacle. Et puis voilà. Mais il a raison. Si j'en ai encore la force, c'est sûr que c'est une des choses qui m'intéresserait bien. Hmm. Le problème, c'est qu'il faut trouver un producteur, il faut trouver quelqu'un qui... et une chose, je suis peut-être pas doué euh, pour écrire, tu vois, les choses. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que j'ai fait, c'est toujours moi qui mets mes mots sur mes actions, mais j'ai pas trouvé un vrai écrivain, tu vois, ou qui m'a dit, ah bah, moi, j'aimerais t'écrire un truc. Si, j'ai fait un sketch ou deux de mon grand ami Didier Caminca, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que
on s'est pas écrit un spectacle pour moi. Et en même temps, toi, les choses et les créations que tu as amenées ont tout un aspect dramaturgique, tu vois, dans la création elle-même du tour. Je veux dire, je pense, pour en revenir au fil indirect, dire ça se justifie par lui-même. Je pense à l'éponge avec le seau, par exemple. Je pense, Oui. t'as fait tellement de trucs. Je veux dire, les pensées les Oui, mais il n'y a pas gantbox une avec dramaturgie. Qu'est-ce que tu trouves de ce que je veux dire, dramaturgie ce que, dans les ponts? ce que je veux dire par là, c'est que tout ce que tu fais a une écriture qui est plus ou moins comique à un certain degré quand même, où on est... C'est là qu'on sent aussi, je pense, les influences que tu as du cabaret et de toutes ces choses-là, puisque les créations que tu as vont dans le sens et sont parfaites pour être présentées dans des conditions de cabaret. Mais toi, ce que tu Mhm. entends en disant que tu sais pas si tu pourrais écrire des choses, écrire vraiment pour un spectacle, ce serait faire quelque chose de plus sérieux, c'est ça ce que tu veux dire? Oh, pop, pop. Non, 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 je pense pas. Effectivement, j'aime bien. Mais même dans mon spectacle, il y aurait des choses. Il y a de toute façon des choses que je pourrais reprendre. Parce qu'il y avait toute une série de choses où j'expliquais en fait le détournement d'attention et comment c'était basé, sur quoi ça fonctionnait. Et en fait, au travers de ça, je faisais des actions complètement normales et qui étaient à la fin complètement déstructurées. Par exemple, je voulais me servir un verre de vin. J'ouvrais le frigo, je prenais la bouteille, je débouchais la bouteille, je me servais un verre de vin euh, et j'allais boire le verre de vin, mais finalement, ben, le verre était vide et finalement, la bouteille, le bouchon était sur la bouteille et la bouteille était pleine, tu vois, et tout à l'envers comme ça, tu vois. Hmm. Et, et c'était assez fort parce qu'on se dit, merde, une sorte de retour vers le futur, quoi. Ouais, Et il y avait plein de choses comme ça. Non, mais oui, il y a un spectacle que j'aurais voulu faire aussi, mais c'est peut-être celui-là que je pourrais faire, c'est ça, justement, une conférence sur le détournement d'attention, où tout est basé là-dessus. Et tu l'expliques, et plus tu l'expliques, plus t'en fais. ouais. Tu vois? Donc plus ça se mord la queue. Et ça, c'est en voyant, alors c'est plus en voyant Joss Whedon. C'est un ami, un merveilleux ami que j'ai rencontré grâce à Stéphane Lechen, en fait. Et c'est un comédien qui fait du coaching de comédien, de tout ça. Euh, et Joss, il a un jour, on lui a dit, est-ce que vous pourriez nous faire 20 minutes à la fin d'un séminaire parce que c'est tellement. Un de ses élèves lui a dit ça, tu vois. Et il a commencé à faire ça, et ça marchait tellement que en fait, il a fait un spectacle qui s'appelle L'Art du rire, Ah! Joe Souben. Et ben, tu vois, et c'est merveilleux. Moi, je l'ai Oui, vu oui, c'est génial. Voilà. Et Joe, c'est un type extraordinaire, et il t'explique pourquoi c'est drôle. Et il va t'imiter le Hmm. camembert, il va t'imiter des fromages, il va te faire des tas de choses. Et ben voilà. Sur le détournement d'attention, j'aimerais bien faire ça. Oui, oui, oui. L'Art du rire est un spectacle merveilleux, vraiment. Qui est disponible. Vous le trouvez. Alors moi, je l'ai en DVD là, mais vous le trouvez parce que ça se joue plus, je crois. Donc, Il y a vous longtemps que pouvez, j'ai pas vu Joss. Ouais. ouais, vous pouvez le trouver assez facilement, je pense, mais je vous le recommande parce que ça reste une très belle leçon de théâtre et puis une très belle leçon de comique, en fait. Concrètement, c'est assez génial. Euh, Ouais. Autre question d'un ami à toi qui... Ah, mais tu m'avais dit, Alexandra, elle en avait posé trois. Ouais, 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 mais je rebondis alors. Ah, Alexandra, d'accord, d'accord, tu gères. tu sais, je rebondis à chaque fois, mais allons-y. Ouais. Alexandra a demandé de quoi tu étais le plus fier dans ta carrière. Hop, hop. C'est pas évident.
Non, c'est pas évident. Je crois que c'est peut-être quand j'ai réussi à faire enfin le Crazy. C'était un but, un rêve que j'avais. Mhm. C'était un rêve que j'avais depuis longtemps, longtemps, longtemps. Tu vois, les premières fois où j'ai pu aller voir les gens qui étaient mes héros, qui étaient Finjon, Macronet Mhm. et je dirais presque surtout Georges Carl, qui était vraiment un clown. C'est pas un magicien, Georges Carl, c'est un clown, mais c'est le roi des clowns, quoi. C'est un petit bonhomme. C'est un petit bonhomme qui rentre sur scène. La scène du Crazy, elle n'est pas grande, hein, mais du bord de la scène au milieu de la scène, déjà les gens commencent à rigoler. Il a rien dit, d'ailleurs il dira jamais rien, mais c'est un type qui se prend les doigts dans tout ce qu'il peut toucher. C'est-à-dire, il y a un micro. D'ailleurs, très honnêtement, le numéro que j'ai élaboré après avec le micro, c'est venu en me disant, qu'est-ce que je pourrais faire de magique avec un micro que Georges ne fait pas, tu vois. Mais Georges Carl, alors allez le voir, c'est Georges normal, je crois qu'il n'y a pas d'S, et Carl, c'est avec un C, C-A-R-L, et personne ne pouvait passer derrière Georges Carl au Crazy. C'était lui qui terminait. Il a été clown d'or à Monte-Carlo, il a une carrière incroyable. Et alors, le timing de Georges Carl, c'est une chose inégalée, inégalable. Et ça, on peut l'utiliser en magie, c'est-à-dire l'art du tempo. Mais c'est chez Georges, et je l'ai peu connu, hein. Je lui ai parlé deux, trois fois, mais je ne le connaissais pas. Celui qui l'a très très bien connu, d'ailleurs, il est un peu mort dans ses bras, c'est Charlie Fry aux États-Unis, à Vegas, tu vois. Charlie, qui est un homme de cirque également, un grand magicien. Si vous voulez voir de très très belles choses, faites Charlie Fry sur Facebook. Il fait quasiment toutes les semaines, il fait une routine et c'est pas deux tours, c'est vraiment une routine complètement élaborée. C'est absolument magnifique, Charlie Fry. Qu'est-ce que ça t'a appris de fondamental pour ta carrière, ces 15 ans au Crazy? Ça m'a appris à travailler les secondes au lieu de travailler des nouveaux tours ou des minutes, tu vois. Parce qu'au Crazy, tu peux pas changer. Tu peux pas dire, ah bah tiens, aujourd'hui, je vais faire ça à la place de ça. Non, 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 non. Faut, bon. Et, et surtout, ça m'a appris à le faire sans s'emmerder. Parce que je veux dire par là que quand tu fais, moi j'ai des copains qui faisaient les cabarets, donc Jean Merlin, Sweeton, plein, il y en a plein. Quand tu fais trois, quatre cabarets et même jusqu'à six, Jean et Sweeton, je crois qu'ils en ont fait jusqu'à six par soir. Alors, c'est pas que tu t'emmerdes, mais il y a un moment, tu es quand même tu vois, t'es sur les rails, quoi. Tu vois. Mais Et, et moi, j'en faisais qu'un. J'ai eu ce bol, je faisais que le Crazy. De toute façon, quand tu fais le Crazy, tu as deux shows par soir, donc tu peux pas aller on va faire autre chose. ailleurs. Et puis, je crois pas que tu aies le droit. En plus, je me souviens pas dans le contrat, mais en principe, tu es en exclusivité. C'est ça ou rien. Mais donc, je me suis pris, premièrement, je n'avais aucune idée que j'allais rester 15 ans là-bas. Bien sûr que non. Je me suis dit, au bout de 3 mois, je vais vraiment en avoir marre. Eh ben non, pas du tout. Je me suis vraiment amusé comme un môme pendant toutes ces 15 années à faire quasiment le même numéro, en plus en espagnol, parce qu'il fallait pas parler français. Et que quand je lui ai montré, je venais de faire toute une série avec Tamaris en Espagne, et il m'a dit, mais moi j'ai vu ce que j'ai vu, c'était en espagnol. Et il me dit, et pour toi, c'est ta musique, l'espagnol. Ce que tu dis, c'est ta musique. Donc, c'est beaucoup plus exotique. Est-ce que tu peux le faire en espagnol? Bah oui. Mais j'avais pas du tout pensé à ça, tu vois. ouais, oui, carrément, bien sûr. Euh, Donc, c'est ça que ça m'a appris. Et puis, il y a une autre chose, c'est-à-dire, c'est le fait de faire toujours ce même truc. Il y a un moment, je peux te dire, c'est comme quand tu conduis.
tu vois. Quand tu conduis une voiture, euh, il y a un moment, tu penses plus à passer les vitesses, quoi. Et c'est là que tu sais conduire. Oui. Et ben, le numéro de magie, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu te dis, tu commences à connaître le numéro quand tu dois pas penser, ah, il faut que j'aille prendre la boule qui est là. Ah, il- et c'est cette jubilation de vivre le moment où tu sens que ta main, elle est toute seule là Hmm. où il faut, au bon moment. Où c'est dans la mémoire musculaire, où ça y, tu y vas sans Ouais, réfléchir à aucun moment, il n'y a pas de problème. absolument. Ce qui fait que tu Absolument. passes à Donc l'étape. ça c'est génial. Et en plus, tu peux, du coup, comme ça, c'est ton acquis, si tu veux. Après, tu peux utiliser ce qui se passe en plus, Voilà. mais t'es pas paniqué par ça ou tu peux en jubiler, quoi. Oui, oui, oui. Et puis c'est d'ailleurs un peu là où la magie commence aussi, en fait, hein. C'est-à-dire que Oui, à partir du moment où tu penses plus à ta technique, bah, t'es plus en complètement. concentration sur tes mains, donc tu peux commencer à t'intéresser à ce qui se fait en face de toi, donc à t'intéresser aux gens, Bien donc sûr. à leur faire vivre de la magie. Oui, ouais, ouais, Mm. complètement. D'ailleurs, euh, à ton avis, toujours de Alexandra, c'est la dernière, à ton avis, est-ce qu'il y a une différence entre le close-up et la scène? Si oui, laquelle? Non, je crois pas qu'il y en ait vraiment, dans le sens, pour moi, où les deux s'apportent mutuellement. Mais ça, si tu regardes, la plupart du temps, les plus grands magiciens, ils savent faire les deux, quoi. Ils font des deux. C'est-à-dire que la finesse du travail du close-up apporte l'extra plus à ceux qui font de la scène, et le fait de faire de la scène donne de l'emphase à ceux qui font du close-up au lieu qu'ils soient ratatinés un peu sur eux-mêmes, quoi, tu vois. Ce Hmm, qui était souvent le cas au début des gars qui faisaient que du close-up où ils jouaient pour eux, quoi, mais ils étaient un peu dans leur domaine, sur eux-mêmes. hmm, La scène te donne l'amplitude de ça. Et hmm, après, c'est la capacité à choper juste, sans avoir à crier, sans avoir à faire quoi que ce soit, mais choper le regard, choper l'attention. Et ça, encore une fois, tu peux le faire. Si tu... Avec le close-up, c'est plus simple parce qu'ils sont vraiment en face de toi. Mais euh, tu le retrouves sur scène avec la même intimité, mais sauf que tu peux le jouer pour 1000 personnes et ça marche. oui, je comprends. Parce qu'il y a une adaptation à faire. Et puis souvent, en plus, quand on n'a pas pris, je prends cet exemple-là parce que je trouve que c'est quand même très parlant, quand on n'a pas pris de cours de théâtre avant, typiquement, où on n'a pas appris à faire de la gestion de voix, de la gestion de public, de la gestion d'espace, donc en fait à tenir son corps et à tenir sa voix pour plus que un auditoire de close-up, bah, c'est très utile de faire des allers-retours entre les deux et de se forcer à faire des allers-retours entre les deux pour que l'un puisse nourrir l'autre. Et voilà. Bien Et sûr. je sais que, par exemple, Marcoby, qui est du coup un très bon ami à moi ici à Strasbourg, Marcoby que je connais depuis 10 ans maintenant, qui fait toujours énormément de close-up, n'avait jamais fait de scène, n'avait jamais pris de cours de théâtre, et puis il découvre, là, depuis la FISM, depuis peu, ce que c'est, et encore c'est autre chose, parce que ce que c'est de se retrouver sur une scène, mais bon, on lui met une table, on lui met un micro, on lui met... Voilà, mais quand même, il se retrouve devant des auditoires beaucoup plus grands, et je me rappelle de discussions avec lui où il me disait ce que c'était de découvrir cette chose-là, de se retrouver devant beaucoup plus que simplement ce qu'on faisait lui et moi à l'époque, c'est-à-dire sortir à 3 heures du matin pour faire de la magie à des gens bourrés en sortie de boîte, quoi. Il y avait un décalage qui se faisait énorme. Ouais, ouais. C'est drôle que tu me parles de Marcoby parce que moi, quand il a eu la première fois son prix, son grand, enfin, je sais plus, c'était un congrès français, là, il y a 2, 3 ans. Je suis allé le voir après en lui disant, mais c'est magnifique ce que tu fais. Et moi, si j'étais toi, j'irais tout de suite voir un mec genre Ruquier ou je sais pas, mais je lui ai dit Ruquier parce que je pense que tu es tout à fait un type qui peut prendre en récurrent, même aux grosses têtes, je sais pas quoi, parce que ton personnage, au-delà de ta magie, il existe et il est fort et il est adorable. Hmm. Et pour moi, et je lui ai dit, mais je pense il me l'a dit après, que plusieurs lui ont dit ça, mais pour moi, c'est un peu le Mesrahi de la magie, tu vois. Ah oui, Ce il que y a... Mesrahi,
ce que Mesrahi fait à l'interview, bah, lui, il le fait à la magie, tu vois. Ouais. Et plus drôle encore que ça, écoute, tiens, regarde ça, hop, tu vois, mon t-shirt, c'est, je sais pas si tu vois, Oui, Nouméa, Nouvelle-Calédonie. Nouméa. Et j'ai eu vraiment l'occasion, il y a pas longtemps, c'était il y a quelques mois, d'aller à Nouméa avec Marcoby d'ailleurs. Avec Marcoby, qui était là avec son cousin, et lui, il est resté il avait pris une sorte d'extension où il restait une semaine de plus. Il est parti. Et donc on est partis ensemble, et c'était magnifique, et on s'est vraiment découvert. Et j'ai découvert à quel point là-bas, mais bien sûr qu'il adore la magie, mais il est curieux de tout, quoi. Il adorait les animaux sauvages, les araignées, on n'arrêtait pas de prendre des photos. Et je peux te dire qu'on a passé vraiment une dizaine de jours, mais extraordinaires. Et ça, faut en parler parce que je, je, je veux te le dire, ça. Le monsieur qui nous a fait venir, c'est un monsieur qui s'appelle Guy Raguin, qui est une star là-bas. Il est venu il y a 35 ans euh, à Nouméa et il était DJ, lui, au début. Donc, ça a été le premier DJ. Il connaît tous les DJ du monde et tout ça. Il les fait venir, c'est ses potes. Et en plus, il fait de la magie et il fait de la ventriloquie. Et très vite, quand il est arrivé là-bas, il a fait de la magie pour les enfants, mais dans les écoles. Mais il allait même dans la brousse pour faire dans les tribus, tu vois. Donc, il est connu. Et il avait un truc qui était très marrant, c'est que sa formule magique, c'était son nom. C'était Guy Raguin, Guy Raguin. Et nous, je peux te dire maintenant, comme il a fait de la télé pendant 20 ans, tous les jours, il était connu comme Dorothée était connue en France, tu vois. C'était vraiment la... Et c'est toujours. Donc les gens, ils ont 40 ans maintenant, ils le voyaient avec son camion, avec l'affiche du festival, et ils se mettaient à genoux au carrefour, tu vois. Ils disaient, ah, Guy Raguin, Guy Raguin. Et ce monsieur et sa femme, ce sont des gens extraordinaires parce que on est rentré du festival. Et écoute, donc Marcoby, il est resté une semaine de plus. Le lendemain de son retour, il fermait les aéroports et c'était le début de l'horreur qu'ils ont vécu depuis, tu vois. Alors que nous, rien du tout. On n'a rien, on n'a jamais vu la moindre trace de quelque chose qui allait pas bien. Les gens étaient adorables. Et je voyais mon Marcoby effectivement sur scène. Et je peux te dire, même dans l'avion, les gens il me disait, c'est Marcoby, c'est Marcoby, tu vois, parce que il sortait de ses prix là, de l'incroyable talent et de tout ça. Donc, il était vraiment connu, tu vois. Et quand il arrivait sur scène, il se faisait attendre un peu. Et quand il arrivait, il avait son paquet de chips. Et là, c'était le début du fun, tu vois. Et on voyait bien que vraiment, eh ben, il avait une grande joie à faire ça pour une vraie salle, une grande salle. Hmm. Eh bien, Marc Obi est la dernière personne à avoir posé une question pour toi. Alors bon, Et tu te doutes bien, il a posé une question à son image. oui. Quel problème est-ce que tu as déjà connu avec ton numéro des salades? Alors je vais te dire tous. Je crois avoir connu tous les problèmes. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est merveilleux parce que je peux écrire, si j'en ai le temps, je vais l'écrire le bouquin de la salade, tu vois. Parce que il y a tellement de détails, il y a tellement de choses que j'ai peaufiné avec le temps de ça. Pour que ça devienne une sorte de machine de guerre. Pour moi, la salade, c'est vraiment un... Même si je suis pas en forme, je veux dire, le truc, il finit par exister et emporter l'adhésion parce que je pense qu'avec tous les petits détails, c'est une merveille. Mais je, je crois que, bon, sans rentrer dans les détails, il y a quand même deux salades, tu vois, bon, il y a un truc qui se passe et puis il faut... Voilà, bon. Mais une fois, j'étais en Allemagne et il y avait une copine, Sylvie Lafay, grande copine à moi, qui était venue passer le week-end. Donc,
on prend le café, on est dans mon petit appart là, du truc, et puis je prépare ma salade. Je lui dis, oh, tu vas voir, la salade c'est vachement bien, je prépare le truc. Oui, et puis alors, ça se passe bien? Oui, bah oui, mais tu parles pas allemand? Non, non, je suis pas. Bon, enfin, peu importe, je suis prêt, et puis on y va. Et je fais le spectacle, et puis je fais la salade. Et donc, il y a un moment dans la salade où je sors les fruits, tu vois. Donc, la carte, elle a été choisie, elle a été déchirée, la dame elle garde le coin. Et là, je sors les fruits pour le monsieur. Donc, il y a le kiwi, il y a l'orange, et il y a le pamplemousse. Et, et je dis, et donc, il choisit le pamplemousse, bien évidemment. Et je dis, mais elle aurait pu choisir le kiwi. Et peut-être que j'ai mis des cartes dans chaque fruit. Et là, je regarde et je vois qu'il y a une carte dans le kiwi. Et t'imagines mon désarroi parce que je dis merde, je parlais avec Sylvie et j'ai chargé le mauvais kiwi dans le truc. Qu'est-ce que je fais? Il n'y a plus de tour. Qu'est-ce que je fais? En disant, faut que tu vois, tu te dis, c'est pas possible, je peux pas m'arrêter là. Je peux pas m'arrêter là, j'ai trop embarqué le bazar, tu vois. Et je pense, mais la magie de la chose, c'est que ça se passe en une demi-seconde. Tu dis, il faut que je me démerde, je sais pas comment, mais pour aller changer ce kiwi contre l'autre qui est déjà dans l'orange, dans le machin, dans le truc de l'autre, pop, pop, et revenir, tu vois. Et je dis, c'est impossible. Mais je me dis pas, c'est impossible. Je dis, il n'y a que ça à faire. Sinon, il n'y a plus de truc. Et je dis, mais, j'ai un couteau là-dedans. Et effectivement, c'est le couteau qui est dans le truc avec lequel je coupe. Je dis, mais je ne trouve pas le couteau. Et là, je commence à tout dévaster ma préparation. Je suis dans la boîte. Ça dure 35 secondes quand même, 40 secondes peut-être. Je dis, mais il est où ce couteau? Mais j'avais un couteau, mais je... Et là, je fais comme je peux. C'est sûr que quand j'ai sorti la salade après, elle n'était pas très jolie à voir, mais, mais j'y arrive. J'y arrive. Je dis, ah, ça y est, je l'ai. Et j'ai changé j'ai remis comme je pouvais. Je ne sais pas comment j'ai fait. Et je fais le tour et ça se finit bien. Et à la toute fin du spectacle, elle vient me voir, Sylvie, elle me dit, mais qu'est-ce que t'as merdé avec ton couteau là? T'avais oublié de mettre le couteau ou quoi? Je dis non, non. Et le plus drôle, c'est pas ça. Le plus drôle, c'est que dans les coulisses, ils étaient tous en train de chercher un couteau en disant, le gars, il faut lui trouver un couteau. Et t'imagines, il serait venu avec un autre couteau. Je dis non, mais ta gueule, c'est pas le moment. Donc ça a été un grand, grand moment de solitude. Et en même temps, ça m'a appris d'autres choses, mais ça sera dans le bouquin. Mais il m'est arrivé des tas de choses. Il y a une fois, il y avait... là, ma femme était venue, Coco, elle était venue me voir pareil. Et puis c'était un dimanche, je me souviens, c'était un dimanche, toujours en Allemagne, au même endroit. Et, euh, et je lui dis, tiens, on va aller bouffer au resto. Et puis après, on va acheter les salades. Parce que les salades, ça se garde pas longtemps. Donc voilà. Et le resto est fermé. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal, ça. Il est ouvert normalement. Et je dis, bon, on va acheter la salade. Et le magasin est fermé aussi. Tout est fermé. Et je m'aperçois que c'est un jour, genre fête nationale, je sais pas quoi. Tout est fermé. Et en Allemagne, quand tout est fermé, tout est fermé. T'as pas le petit arabe qui est ouvert tard et long tous les jours. Non, rien. Merde. À la gare. On va à la gare parce qu'on nous dit la gare, c'est un endroit international, donc ça va être ouvert. De fait, et il y a de la salade, oui, mais elle est en sachet. Donc elle est toutes les feuilles, Elle est donc tu peux dépiotée, pas. quoi. Elle est dépiotée, tu peux pas. Et Coco me dit, mais tu te souviens, à côté de l'appart, il y a une rivière, je pense qu'il y a comme des nénuphars en bas, dans la rivière. Je lui dis, oui, mais on va pas. Elle dit, moi, je vais y aller. Et de fait, elle descend dans la rivière et elle me sort des grandes feuilles de nénuphars. Je les lave bien et tout, et je fais des fausses salades avec les feuilles de nénuphar, tu vois.
Et ça fait une sorte de salade qui est à peu près Cohérente. décente, cohérente. Et là, on est à l'Apollo, hein. À l'Apollo, c'est à Düsseldorf, c'est magnifique, très chicose, très machin, tu vois. Et je fais ma salade et à la fin, je dis, qu'est-ce qu'il y a dans la salade? Ah, de la carte. Non, c'est de la salade. Et je coupe et ça commence à puer la vase, mais c'était immonde. Et là, je peux te dire, et je sentais les gens, tiens, c'est bizarre quand même, il y a une sorte d'odeur de poisson pourri dans le truc. Enfin, tu vois, mais toutes les aventures, j'en ai eu. Et je vais te dire, c'est le seul tour où même encore maintenant, j'ai ajouté des layers Hmm. et de plus en plus pratiques. Et donc, c'est vraiment un numéro où j'ai beaucoup, beaucoup à dire. Ouais. Mon cher Gaëtan, nous sommes bientôt à 1 heure d'interview déjà. Mon Dieu, on n'a rien dit. On n'a rien dit du tout. Ça va bientôt être l'heure de conclure, mais j'ai quelques questions que je pose toujours en fin d'interview. C'est des questions qui sont un peu plus courtes et qui suggèrent donc des réponses un petit peu plus courtes. Voilà. D'accord. C'est Quelles vrai sont que je suis les, bas. quelles sont les formes d'art qui te touchent en dehors de la magie? La cuisine. La cuisine. Ah, énormément la cuisine et le cinéma et les polars. J'aime beaucoup les polars. Et les nouvelles. Parce que je pense que, par exemple, l'art de la nouvelle, c'est comme un tour de magie, une nouvelle. C'est-à-dire qu'en quelques pages, on va t'emmener dans un monde et à la dernière minute, à la dernière seconde, dernière ligne, paf, on- c'est comme une joke, c'est comme une blague. Et on te retourne complètement et tu ne l'as pas vu venir. Un recueil de nouvelles peut-être à recommander pour nos auditeurs? Alors, si vous voulez trouver, mon héros préféré, c'est Frédéric Brown. Alors, ça s'écrit Fredric et Brown, Brown. Frédéric Brown. Il a écrit des nouvelles policières et des nouvelles de science-fiction. Et les deux genres sont magnifiques. Il a aussi écrit des romans, mais alors vraiment dans la nouvelle, il est absolument incroyable. C'est vrai que les nouvelles, c'est un style littéraire qui est très intéressant et dont les magiciens peuvent s'inspirer énormément parce que c'est le souci de Ah ben oui. l'efficacité, c'est le souci de l'histoire et de l'efficacité en même temps. Est-ce que tu connais la plus courte nouvelle de tous les temps? C'est une phrase dont je n'ai plus Hmm, l'auteur en tête. Et cette ouais. nouvelle, je trouve cette phrase absolument géniale parce qu'elle raconte toute une histoire en une seule phrase. C'est Ah horrible. mon Dieu. Vent, chaussures pour bébé, jamais porté. Voilà, ça c'est dit. Qui sont les magiciens de la nouvelle génération qui te touchent, qui t'animent? Oh, attends, je note ta blague là, ta nouvelle. Il y en a plein, il y en a vraiment plein. Tous les jeunes, je veux dire, tous les jeunes qui viennent avec un univers que je connais pas. Ceux Hmm. qui viennent avec l'univers que je connais déjà, c'est magnifique, hein, souvent, mais donc, alors par contre, maintenant, j'ai un problème avec les noms parce qu'ils sont, Il y en a beaucoup. ouais, ouais, et j'arrive plus à les. Ouais, c'est pas grave. Mais il y a Julio Montoro, oui, mais il n'y a pas que lui, il y en a plusieurs. En Espagne, je trouve qu'ils sont très très forts. Ils étaient très forts avant, grâce à Tamaris. Hmm. Donc c'était le close-up essentiellement quand même. Mais oui et non, parce que Juan, il fait de la scène même avec un jeu de cartes et pendant 1 heure et demie, 2 heures. Et puis maintenant, on a ce monstre qui est Danida Ortiz, qui a révolutionné. C'est-à-dire, il a repris là, pas où Juan l'a laissé, mais il a amplifié. C'est incroyable le monde qu'il a. Euh, et puis, bien sûr, en France, mais quand je te dis tous les, je vais te dire les Yann Frisch, Marc Obi, tout, voilà, ça, c'est des vrais petits génies, tout ça. Hmm. Mais dans les tout jeunes, bah, écoute.
je suis à l'écoute, hein, je regarde, mais qu'est-ce que j'adore. Tu sais, moi, je suis toujours un vieux bébé. Donc, quand je vois des nouveaux jouets ou des nouveaux qui jouent avec leurs jouets, bah, j'adore ça, quoi. Hein, je Ouais, veux je pas te donner comprends. de nom parce que sinon les autres vont me dire, mais pourquoi t'as pas parlé de moi, tu vois? Ouais, ouais, je Et comprends puis, bien. j'ai aussi mes vrais copains que je suis depuis des années et qui sont fidèles. Tu parlais de l'amitié, Pierrick, par exemple. Pierrick, bah, là, Centenaire. je viens de lui donner un coup de main pour le. Il est chez CNI et c'était pas gagné de s'insérer dans ce spectacle et il le fait merveilleusement bien. Et voilà. Euh, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Bah non, mais c'est très bien. Moi, je me plais à croire que cette série d'interviews doit continuer, parce que ça nous dresse un paysage global de ce qu'est la magie aujourd'hui, avec des discours qui sont finalement tous dits très différents, et ceux qui suivent, ceux qui ont eu... Pourquoi tu voudrais arrêter? Ah non, mais tu sais, j'ai pas de raison de vouloir arrêter. D'ailleurs, je continue. Hein. Tu sais, comme je te disais au téléphone, je suis en pleine. Ce matin, j'étais avec Tobias Dostal et je serai Eh oui, mais tu vois, j'ai fait un bel article sur comment il s'appelle l'effet avec le. Liquify. Oui, oui. Oui, parce qu'il y avait des gens qui disaient oui, mais c'est quand même très cher pour un effet qui dure 3 secondes et tout ça. Il aurait dû en vendre un seul, tu vois, il fait que la bague et tout ça. Et je leur ai dit, sur Virtual, je leur ai dit, vous loupez un truc, c'est à la fin, il dit le plus beau, c'est d'avoir tous les gimmicks dans sa poche et de voir si on est dans un café, dans un resto, chez des gens, avec quoi on va pouvoir jouer, mais d'une façon quasiment qui semble impromptue. Hmm. Et donc, fatalement, il faut les avoir tous, parce que sinon, une fois, ça va être un chocolat, après, ça va être du ketchup, une tomate ou n'importe quoi. Et c'est ça la beauté. Ouais, bah Enfin bon. oui. Mais Et voilà. puis, Et donc, tu vois, Tobias, ben voilà un monsieur que je connais absolument pas, mais cet effet, ben, il est très rigolo. Effectivement, ça coûte de l'argent pour un effet qui dure 3 secondes, mais c'est ce qui en fait le charme et le prix. Hein. Et je pense aussi le tour, je me souviens plus, mais l'ombre avec silhouette. silhouette, c'est quelle merveille. Alors, moi, je l'ai simplifié un peu à ma façon, mais quelle merveille d'idée. Voilà un effet que j'avais jamais osé penser. Je pensais que c'était beaucoup plus technologiquement sophistiqué, alors que non, on est dans une chose éminemment organique. Et ben, pour faire un petit peu de teasing, dans l'interview de Tobias Dostal que j'ai tourné ce matin, il nous livre un nouveau handling pour le téléphone pour que ce soit plus simple et qu'on ne soit plus obligé d'avoir le clapet. Voilà. D'accord. Comme ça, vous aurez l'occasion. L'interview fait 1 heure et je l'ai tournée ce matin. Elle sortira dans quelques temps quand tout le Tu montage vois, voilà. sera C'est fait. c'est une des personnes que j'aimerais bien rencontrer. Bah, il est adorable en plus de ça. Et donc, puisque je me plais à croire que cette série d'interviews doit continuer, je me plais également à demander aux gens avec qui est-ce qu'ils pourraient me mettre en contact pour que cette série d'interviews puisse continuer. Voilà. Alors avec qui est-ce que tu pourrais me mettre en contact, à qui tu pourrais écrire un petit message pour moi, pour dire Mais moi, j'ai un copain, mais est-ce que tu parles espagnol? Mais il parle pas français. Donc, tu veux un français ou. je parle anglais aussi. Ah, il parle anglais. Alors moi, il y en a un qui est un monsieur que je connais depuis euh, 30 ans, mais qui est Anton Lopez. Anton Lopez de Galicia, de Lugo, et qui est un inventeur incroyable. Moi, j'adore les inventeurs, tu vois, qui viennent avec Bien leur entendu. monde, leur univers. Et Anton, il a vraiment créé des dizaines et des dizaines de choses. Ça a été d'ailleurs sinon le premier à avoir comme Yann a son camion, mais Anton, il a un camion de close-up depuis plus de 20 ans, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Anton Lopez. Et son nom, c'est Mago Anton. Il se fait appeler Mago Anton. Mais Et ben, ça, avec grand plaisir, je te donnerai
Bah écoute, avec joie, si tu peux lui faire un message, et puis après, s'il accepte, et s'il accepte pas, il Sinon, accepte il y pas. en a un, bien sûr, je ne sais pas si tu l'as eu, mais c'est Alain de Moyencourt, qui est quand même un petit génie, un vieux petit génie comme moi. Non, Enfin, non, moi, je ne dis pas que je suis un génie. j'ai pas eu tous ces gens, et c'est avec joie pour les accueillir. Ah Euh, bah écoute, Alain de Moyencourt, oui, oui, et il a un univers complètement incroyable. C'est lui qui a inventé le ballon, tu sais, qui monte et qui descend tout seul. hmm, Euh, Au départ, c'est son truc. Et plein d'autres choses, hein, il a plein d'autres choses, oui. mais il a Bien. vraiment, et il a vraiment une vie aussi incroyable, incroyable. Ose ta vie, tu vois. Oh, Derrière, il doit y avoir, ouais, Ose ta vie là-haut. Et c'est vrai qu'on souvent, on n'ose pas assez. Il y a des trucs que j'ai pas osé faire. Ouais. Il a raison, Bébel. J'aurais peut-être dû plus pousser sur le one-man show, ouais, c'est clair. On va essayer. eh ben écoute, si tu as un dernier mot à dire pour cette interview avant de conclure, c'est le moment de le faire. Et une fois que ce sera fait, si tu le fais, je conclurai moi-même avec les formes usuelles. Voilà. Eh ben, écoute, pour terminer, oui, j'ai envie de vous dire, faites comme, ce que j'ai envie de faire, osez votre vie et soyez heureux surtout de le faire. Vous posez pas les questions de savoir si vous allez en vivre ou pas ou ceci, mais osez, 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 Joséphine. T'as raison. Bien. Et vous qui venez d'assister à plus d'une heure d'interview avec Gaëtan Bloom, vous le savez, il y a pas loin d'une quarantaine d'autres interviews qui vous attendent sur cette chaîne YouTube, toutes qui durent plus ou moins une heure, euh, sans aucune explication de tour, sans rien. C'est purement pour l'échange. Personne ne gagne d'argent avec ce qui se fait ici et c'est purement entre passionnés pour la magie et pour y dresser un paysage. Aussi, si ce genre de format vous plaît, je ne peux que vous inviter à vous abonner, à liker cette vidéo, à également commenter. Et puis le jour où elle sortira, je me ferai un plaisir d'envoyer le lien à Gaëtan pour qu'il puisse faire un tour dans la section commentaires et éventuellement répondre aux différentes questions que vous auriez pu vous poser pendant tout le long de cette interview, questions que je n'ai peut-être pas posées ou auxquelles je n'ai pas pensé, mais que vous, j'en suis sûr, avec votre intelligence collective, aurez eu la bienveillance de poser à Gaëtan. Bien. Nous, on se dit, je le crois, à la semaine prochaine, si les montages sont faits, si je pense à poster. Mais voilà, vous savez, vous restez juste à l'affût. Et puis, il y en a encore qui sortent. Et puis, on va petit à petit passer sur des interviews en anglais. Et puis, je ne vais pas m'amuser à sous-titrer une heure et quart d'interview d'anglais en français. Donc, soit vous mettez les sous-titres automatiques, soit vous prenez des cours d'anglais et vous décidez. Je crois que parler anglais pour nos amis magiciens professionnels est un outil qui est plus qu'utile et ne pas le faire, c'est presque du domaine de la faute professionnelle, je le crois, quand on est magicien aux égards de ce qui sort dans toutes les langues possibles et imaginables. Je vous souhaite donc une agréable soirée. Merci beaucoup Gaëtan d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Salut.